Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, il est temps de faire le grand bilan de ces 3 jours de test de pré-saison. Après les 2 derniers jours où je vous ai donné, on va dire, mon analyse technique sur toutes les monoplaces, il est temps de passer à mon avis global qui en ressort grandi, on va dire, de ces tests de pré-saison. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bien sûr, ça sera un avis modéré, je le rappelle encore une fois, ce ne sont que des tests de pré-saison. Les chronos ou même les temps, enfin du moins les temps autour, ne veulent strictement rien dire. Les quantités d'essence qui ne sont pas les mêmes, les modes moteurs également, les pneumatiques qui ont un rôle extrêmement important dans les chronos, également les réglages, voilà, plus ou moins optimisés par rapport au programme que les écuries ont pu faire lors de ces 3 jours, également les coups de bluff volontaires de certaines écuries, le DRS qui est activé pas forcément à tous les tours, et pour finir bien sûr les conditions météo qui ont quand même un impact, le vent, le sable et même l'heure de la journée qui a un énorme impact sur les températures pneumatiques, donc également sur les chronos. Donc c'est pour cela que je ne vais pas rentrer dans les détails des chronos. Pour ceux qui ont suivi les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur le jour 1 et 2, vous avez bien pu le constater, à aucun moment je n'ai montré les chronos. Pourquoi? Car je trouve que c'est totalement inutile pour le moment. Le meilleur moment où les chronos vont être vraiment une référence, ça sera lors des qualifications la semaine prochaine et même pas lors des essais libres forcément. Donc voilà, ceci est dit. Maintenant passons aux différentes écuries. Je vais vous donner mon avis global sur ces 3 jours. Alors déjà commençons par As. Alors le point positif pour As, c'est que c'est une écurie qui a énormément roulé, je trouve, lors de ces 3 jours. Très peu de problèmes de fiabilité, même s'il y en a eu quelques-uns, notamment lors de la première journée. Par contre, je vous l'avais déjà expliqué hier, mais je ne suis malheureusement pas surpris par le manque cruel de stabilité que peut avoir cette voiture. Rien qu'à regarder les on-board, c'est très compliqué pour les pilotes. Un manque de stabilité qui est certain, un manque de traction également en sortie de virage qui pose problème aux pilotes, une vitesse en ligne droite qui m'a l'air assez plafonnée, on va dire. On attendra encore une fois la semaine prochaine pour se faire un réel avis, mais je trouve que As en ligne droite, ça va beaucoup moins vite que l'année dernière pour le coup. Donc là, pour l'instant, je ne trouve pas énormément d'aspects positifs. Pour ce début de saison, je les vois entre la 9e et la 10e place. La 9e, je suis déjà gentil, je les trouve véritablement en difficulté lors de ces 3 premiers jours de test. J'espère pour eux que ça va aller mieux. En tout cas, je ne pense pas que cette As pourra aller chercher les points, du moins dès ce début de saison. Donc voilà, concernant As, on passe directement à Williams. Alors Williams, c'est un peu l'inverse de As. Ils ont connu énormément de problèmes de fiabilité, notamment sur la transmission. D'après ce qu'a pu nous dire Alexander Albon, la voiture se comporte quand même mieux, mais elle est quand même assez touchée par certaines turbulences aérodynamiques à cause du vent. D'ailleurs, Alexander Albon nous a cité que seulement Ferrari et Red Bull n'étaient pas touchés par ces fameuses, par ces vents, en fait, ces vents assez forts du côté de Bahreïn. Donc, autre chose qu'on a pu apprendre, et ça c'est une réalité, on peut le voir, la Williams se comporte bien mieux dans certaines zones du circuit, notamment dans le deuxième secteur. Ce deuxième secteur qui était très problématique pour Williams l'année dernière, elle se comporte bien mieux. Je pense que Williams ont essayé d'un petit peu réduire leur vitesse de ligne droite, leur vitesse en ligne droite qui était leur plus gros avantage la saison dernière. On a bien pu le constater, pour doubler cette Williams la saison dernière, c'était très compliqué. Donc là, on peut imaginer qu'il y a eu une petite réduction de cette vitesse pour essayer de favoriser au maximum l'appui global de la monoplace. Et je trouve que c'est une très bonne chose. La Williams se comporte plutôt bien. Par contre, de ce que j'ai pu voir, je ne les vois pas forcément au niveau d'Alpine, voilà, notamment au niveau de la P6. Je ne sais pas si ça sera forcément Alpine en P6, mais en tout cas, Williams, ils ont une place à viser pour cette saison 2024, c'est bien sûr la P6. Je rappelle qu'ils étaient P7 l'année dernière, mais je les vois encore une fois au niveau de leur P7. Voilà. Il faut savoir bien sûr que toutes les écuries ont évolué, bien entendu. Toutes les écuries ont évolué. Toutes les écuries sont bien sûr plus rapides que l'année dernière, et c'est bien évidemment le cas pour Williams. On continue avec Racing Bulls. Alors Racing Bulls, c'est encore une fois ma grande surprise de ces essais hivernaux. Une Racing Bulls avec bien sûr la Red Bull qui ne dégrade pas énormément les pneumatiques. Par contre, là où on pensait bien sûr qu'elle était, on va dire, une RB19 bis, puisque je le rappelle, Racing Bulls pour cette saison ont pris énormément de pièces de Red Bull, enfin du moins de la RB19, notamment la suspension arrière, qui n'était pas négligeable pour les pilotes, pour la stabilité à l'arrière de cette monoplace. Eh bien, d'après Daniel Ricciardo, ça ne
sera pas du tout une RB19 qu'on va voir lors de cette saison 2024. Hein. Je ne pense pas que ça va jouer les podiums non plus, je suis du même avis que Daniel Ricciardo. Une saison quand même avec la participation de Red Bull pour revenir sur le podium, ça me semble quand même assez léger. En tout cas, pourquoi pas essayer de viser le top 10 par moment sur certains tracés. Il y a même une simulation de course qui a été faite qui a révélé que cette Racing Bulls était 27 secondes, enfin du moins au total, sur tous les tours qui avaient été parcourus, était 27 secondes plus rapide que la Haas sur le même train de pneumatiques. Encore une fois, ce sont des simulations qui sont totalement à prendre avec des pincettes. Personnellement, de mon point de vue, je les vois plus haut que la P7. Je trouve que cette voiture se comporte plutôt bien en termes aérodynamiques. On continue maintenant avec Aston Martin. Alors Aston Martin, une bonne évolution par rapport à l'année dernière, une très bonne évolution, une voiture qui est bien née. Fernando Alonso est à l'aise dans cette Aston Martin. Elle est plus stable, elle génère moins de traînées que l'année dernière. Lors de la deuxième et la troisième journée, les pilotes étaient plutôt rapides, que ce soit Lance Stroll ou Fernando Alonso. Je pense que Aston Martin sont plutôt bien partis. J'ai plus l'impression qu'ils étaient sur un rythme de course lors de la troisième journée et sur des tests aérodynamiques lors de la deuxième journée. Ils ont pu tester plusieurs choses. Donc voilà, rien d'autre à dire concernant Aston Martin. Je les vois forcément jouer le top 5 sans aucun problème. On continue maintenant avec Stake. Je vous en ai déjà parlé hier. Bien sûr, il y a eu beaucoup de points de progression, notamment sur le train arrière qui avait posé énormément de problèmes à Valtteri Bottas la saison dernière. Donc un train arrière beaucoup plus stable, je le rappelle. Une voiture qui produit également moins de traînées en ligne droite, ce qui est déjà un énorme avantage par rapport à la Alfa Romeo. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, les 3 jours ont été plutôt bons, énormément de temps de roulage pour les deux pilotes. Après, voilà, je m'attends à tout et à rien avec Stake. Je pense qu'ils vont revenir sur une bonne base par rapport à l'année dernière. Par contre, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher au-dessus d'une P7, j'en doute encore une fois. Après, comme je l'ai dit, tout est possible et je pense que là, ils sont partis dans la bonne direction. On continue maintenant avec Alpine. Alors Alpine, eux, c'est, on va dire, assez différent. Eux, j'ai encore quelques questions qui sont en suspens en fait concernant Alpine et malheureusement des questions où je ne vais pas pouvoir forcément avoir la réponse aujourd'hui. Il va falloir attendre la semaine prochaine. On le sait tous que le plus gros problème d'Alpine était le déficit moteur. On le sait tous, le gel des moteurs, ils ne pouvaient pas faire de modifications à ce moment-là. Pendant la pause, on nous a également appris que le problème était peut-être dû à l'ERS qui ne produisait pas assez d'énergie sur plusieurs tours. Enfin, du moins, la recharge d'énergie était beaucoup trop lente, donc ce qui produisait encore une fois un déficit en termes de vitesse maximale. Autre chose, Alpine, je trouve que lors de ces 3 jours de test, ils se sont énormément focalisés sur le fait de comprendre leur monoplace. Une monoplace qui, je le rappelle, est quand même plus légère que l'année précédente. Une monoplace qu'il fallait également comprendre par rapport aux différents trains de pneumatiques. Et d'après Esteban Ocon, là pour l'instant tout se passe plutôt bien. Il y a eu des points positifs, des points négatifs. Pour moi, le plus gros point positif que j'ai pu remarquer, c'est notamment les problèmes de fiabilité qui sont très peu revenus sur cette Alpine, même pratiquement pas lors de ces 3 jours de test. Et encore une fois, d'après Esteban Ocon, il y a bien sûr un réel progrès sur les performances, mais il y a encore du boulot. De toute manière, on s'y attendait forcément, hein, bien sûr. Alpine, on savait qu'ils allaient trouver des solutions, hein. Eux qui, je le rappelle, entament cette saison 2024 avec une nouvelle monoplace différente que celle de l'année dernière. Ils sont pratiquement repartis de zéro, ne l'oublions pas. Mais pour tout vous dire et pour être totalement transparent avec vous, après bien sûr je suis pas devin, mais je les vois quand même se rapprocher d'Aston Martin et McLaren. Je trouve que ces 3 jours de test ont été plutôt bons. Je ne les vois pas forcément perdre énormément par rapport à ceux de derrière comme Williams ou même Racing Bulls qui pourraient faire leur apparition en tant que surprise au niveau de la P6, P7 et P5. On continue donc avec McLaren. Alors pour McLaren, on a déjà une voiture plus stable dans les virages lents, qui était un problème la saison dernière. Après, il y a encore une fois quelques glissades en sortie de virage. Tout n'est pas parfait comme je l'ai dit hier, mais on est sur une amélioration nette, hein, faut le
le dire. Pour la dernière journée, ils ont testé plusieurs choses. Il y a eu certains changements au niveau de la géométrie du châssis, au niveau de la transmission. Ils ont voulu vraiment comprendre leur monoplace au maximum. On le sait tous, McLaren ont été énormément touchés par la traînée la saison dernière. Là, je trouve qu'il y a eu une amélioration également à ce niveau-là. Et dernière chose que j'ai pu constater, et c'est selon moi le plus gros point fort de McLaren lors de ces 3 jours de test de pré-saison, c'est encore une fois l'une des monoplaces les plus rapides dans les virages, rapides dans les sections rapides, ça se voit. Après, je ne pense pas qu'ils seront très compétitifs à Bahreïn le week-end prochain. Bahreïn n'est pas forcément une piste qui les arrange. Ce n'est pas une piste qui est énormément basée sur leurs points forts, donc je ne les attends pas forcément présents la semaine prochaine, mais par contre, là où j'ai hâte, vraiment hâte de voir McLaren, c'est surtout au Grand Prix du Japon, où il devrait y avoir un énorme package d'évolution qui devrait les rapprocher encore plus de Mercedes, Ferrari et même Red Bull. Donc les 3 jours de test se sont plutôt bien passés. Je pense que McLaren ont compris où étaient leurs qualités et leurs défauts sur cette MCL 38. Il y a plusieurs choses qui ont été améliorées, notamment le système de freinage de cette McLaren qui était quand même assez important pour les pilotes. Donc le travail a été fait. On continue avec Mercedes. Je trouve qu'il y a eu des améliorations et en même temps j'ai l'impression que Mercedes c'est une interrogation lors de ces 3 jours de test. On ne peut pas forcément dire si ces 3 jours ont été bons. Enfin bien sûr, hein, je pense qu'au niveau des programmes qui avaient été établis au préalable pour ces 3 jours, tout a été fait avec succès. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une voiture qui est quand même beaucoup plus agréable à conduire pour les pilotes. Hein. Lewis Hamilton ne le cesse de le dire. D'ailleurs, il y a eu un réel travail, je trouve, de Mercedes sur le confort des pilotes. Je le rappelle, hein, le cockpit qui a été éloigné de l'essieu avant d'environ 10 cm. Bon, c'était déjà le cas pour la concurrence, mais c'est la première fois que Mercedes ont fait ce changement pour un meilleur confort des pilotes et surtout une meilleure perception des pilotes. Donc ça, c'est un point qui n'est pas forcément négligeable. Une voiture extrêmement basse également. Hein. J'ai été assez surpris de voir la hauteur de caisse de cette Mercedes, que ce soit aujourd'hui ou même hier. Hein, Lewis Hamilton qui faisait d'énormes étincelles. On pouvait voir le fond plat taper énormément sur cette piste. Après, je trouve qu'il y a eu quand même certaines améliorations. On a pu le voir, et même si on regarde en fait un des tours par exemple de Lewis Hamilton aujourd'hui, si on regarde dans le virage 1, elle a une très bonne rotation, elle pivote plutôt bien pour ensuite repartir dans le virage 2 et 3 avec une très grosse réaccélération, une Mercedes qui est plutôt agressive sur la réaccélération. Par contre, bien sûr, là où ça pose encore une fois quelques petits problèmes, c'est au niveau du train arrière qui reste par moments instable. On a pu le voir au niveau du virage 9 et 10. C'est un virage qui est quand même assez dur à négocier pour n'importe quelle écurie, et le virage 10 n'épargne pas non plus cette Mercedes qui connaît quand même quelques petites instabilités à l'arrière. On a pu les voir partir sur pas mal de configurations différentes, notamment au niveau des suspensions avant. Même d'ailleurs aujourd'hui ils ont même changé la géométrie de leur suspension avant. Ils ont testé plusieurs modèles. Après bien sûr il y a encore la question de cet aileron avant. Alors hier quand je vous ai parlé de cet aileron avant, je vous avais dit qu'il pourrait être banni par la FIA puisqu'il allait peut-être produire trop d'air sale pour la concurrence. Alors attention, peut-être que je me suis mal exprimé, si c'est le cas je m'en excuse. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été validé par la FIA, il est bien validé pour le moment par la FIA, mais il pourrait être banni à l'avenir. Une validation n'est pas forcément définitive. Il est validé pour le moment, d'ailleurs je pense qu'il restera valide, mais on n'est pas à l'abri, Mercedes ne sont pas à l'abri d'un certain bannissement de cet aileron avant à l'avenir, si encore une fois il produit trop d'air sale. Donc voilà concernant Mercedes, maintenant passons à Red Bull qui ont été encore une fois extrêmement surprenants lors de ces 3 jours de test. Une voiture qui est extrêmement stable, une voiture qui a essayé de corriger les défauts de la RB19, en l'occurrence c'était exactement les sections lentes, les virages lents, et même exactement quand la voiture passait sur les vibreurs, les turbulences sur les vibreurs, une RB20 qui n'est même pas, envie de vous dire, une évolution en fait de la RB19. Quand on la regarde comme ça, on a vraiment l'impression que c'est une révolution pour tout vous dire. Une RB20 qui m'a énormément surpris dans leur concept, un concept qui est vraiment poussé à l'extrême. Red Bull ont pris des risques, Red Bull savait
que la concurrence allait copier la RB19, ils le savaient, donc ils ont préféré prendre le risque d'innover et de ramener quelque chose de nouveau. Je le répète encore une fois, les sidepods qui sont totalement différents des sidepods qui sont poussés à l'extrême avec une fente verticale horizontale, une forme de cannon cooling qui est poussée à l'extrême. Donc oui, Red Bull ont énormément travaillé sur cette RB20. Alors je ne sais pas s'ils seront plus rapides de une demi-seconde comme ça a été annoncé par les ingénieurs Mercedes, par les ingénieurs de Williams, par James Wolfe lui-même. Mais comme je vous l'avais dit avant même les essais hivernaux, et même je vous l'avais dit lors de la présentation de la Red Bull, je ne prends pas trop de risques en les mettant grands favoris la semaine prochaine à Bahreïn. Donc voilà, concernant Red Bull, les 3 jours d'essai ont été une véritable réussite. En parlant de réussite, terminons avec Ferrari, puisque Ferrari, eux, ils m'ont agréablement surpris pendant ces 3 jours de test. Il y a encore une fois une réelle évolution et cette monoplace fonctionne bien mieux que celle de l'année dernière. Charles Leclerc a pu nous le dire lui-même, il y a un réel changement dans le comportement de la monoplace. C'est une voiture qui est bien née, il y a encore une corrélation entre le simu et la piste qui est une très très bonne chose. Aujourd'hui, Ferrari ont profité de cette 3e journée pour tester de nouvelles pièces, surtout à l'arrière de la monoplace, pour tout vous dire, que ce soit l'aileron arrière et même au niveau du diffuseur. Autre chose à savoir, il y a eu une véritable amélioration également sur la dégradation des pneumatiques. On sait que pendant la première journée, Ferrari avait carrément installé une caméra thermique à l'intérieur des pontons pour avoir le maximum de données sur la dégradation des pneumatiques. Et franchement, si on regarde les très très longs relais qu'ont pu faire Ferrari, il y a vraiment un équilibre, je trouve, dans les temps autour. Les temps autour se ressemblent énormément, encore peut-être un signe que cette voiture dégrade beaucoup moins ses pneumatiques. Et encore une fois, d'après certaines simulations, cette Ferrari SF24 serait une seconde plus rapide que celle de 2023. Par contre, petite particularité, et ça je vais plus vous donner mon avis personnel, là où auparavant, en 2022 et en 2023, la Ferrari était plus rapide en qualif, enfin du moins en un tour de qualif qu'en course. Là, je pense qu'en 2024, ça sera probablement l'inverse. Ça ne m'étonnerait pas du tout de voir cette Ferrari beaucoup plus rapide en course qu'en qualification. Charles Leclerc, on sait qu'il a un pilotage plutôt agressif. S'il arrive à faire quelques petites étincelles en qualification et que la voiture tient le coup en course, ce qui n'était pas le cas en 2023, je pense que cette Ferrari peut faire très très mal. Pour Ferrari, en l'occurrence, je les vois quand même au-dessus de Mercedes après ces 3 jours de test. Bien sûr, après toute proportion gardée, encore une fois, on n'est pas, je suis pas devin et même il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir de réels résultats. Mais de ce que j'ai pu constater, Ferrari est l'écurie qui m'a le plus surpris lors de ces jours de test. Les programmes ont été faits avec succès, j'imagine, et les pilotes ont l'air plutôt satisfaits de cette SF24. Donc je les mettrai probablement 2e juste derrière Red Bull et juste au-dessus de Mercedes. Si je vais maintenant vous faire un petit classement, alors bien sûr, encore une fois, un petit classement à prendre avec des pincettes, mettez-moi d'ailleurs le vôtre, je mettrai probablement Red Bull 1er, Ferrari 2e, Mercedes 3e, McLaren 4e, Aston Martin 5e, puis ensuite entre la 6e et la 9e position, pour moi toutes les portes sont ouvertes. Ça pourrait très très bien être Alpine 6e comme Racing Bull, ça pourrait très bien être Williams également, et en bon 10e je mettrais quand même As, que je ne sens pas du tout pour cette saison. Donc voilà les amis, concernant le grand bilan de ces 3 jours de test de pré-saison, j'espère vraiment que ça vous aura plu. On a pu énormément parler des parties techniques lors des 2 premiers jours. Là j'ai vraiment voulu me focaliser sur mon avis global concernant toutes les écuries. Je vous ai donné même ma hiérarchie après ces 3 jours de test, qui n'est pas forcément très très importante, franchement, je le dis et je le répète encore une fois, il ne faut strictement rien prendre au sérieux de ces 3 jours, il ne faut strictement rien retirer de ces 3 jours de test. Les vraies réponses nous seront données la semaine prochaine, encore une fois, sur ce tracé de Bahreïn. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre plus gros like pour me le faire savoir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre votre petite hiérarchie d'ailleurs, ça m'intéresse. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, salut.